L'invité de Smart Impact, c'est Anaïs Reynaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef de projet de l'exposition Empreinte Carbone qui se tient jusqu'au 11 mai au Musée des Arts et Métiers à Paris. Pourquoi vous l'avez lancé cette expo? Quelle est l'idée de départ, l'ambition? Alors l'ambition de cette exposition, c'est de connecter le Musée des Arts et Métiers, qui est un très ancien musée, qui a plus de 200 ans, avec des collections très marquées par la révolution industrielle, par l'histoire des techniques, avec un enjeu contemporain qui est celui donc de l'empreinte carbone et derrière lui le changement climatique. Ouais, effectivement, enjeu qui nous anime ici dans cette émission quotidiennement. Comment elle a été imaginée, comment elle a été pensée cette exposition? Donc l'idée, c'était vraiment de se dire comment le musée, avec sa profondeur historique, pouvait trouver des résonances et pouvait nourrir en fait le questionnement sur le réchauffement climatique, sur le changement climatique et la place finalement de ces objets techniques et de la technique un peu au sens large avec ces problématiques-là. Donc on a essayé de partir de nos collections et de voir comment elles pouvaient tisser un récit autour de ces questions-là. Et je dirais l'autre aspect, c'est vraiment, on est un musée qui cherche à décrypter finalement comment les machines fonctionnent, comment cette technique nous touche dans notre quotidien et finalement par les machines, par les objets techniques, d'essayer de comprendre comment notre empreinte carbone se forme et du coup comment on peut agir sur elle. Et on va rentrer dans le détail, on va se balader avec vous dans cette exposition. Mais alors tiens, j'ai une question de curieux sur qu'est-ce qu'on trouve qu'on ne va pas forcément voir dans cette expo, mais vous dites deux siècles de profondeur. Qu'est-ce qu'on trouve? Des machines, toutes les machines possibles imaginées par le génie humain, c'est ça? Toutes les machines possibles. Alors on remonte très très loin, on a des collections qui remontent à l'Antiquité, au Moyen-Âge, et après on est beaucoup un musée d'invention en quelque sorte. Donc le premier avion, le premier prototype d'automobile avec le fardier de Cugnot. Donc on a des objets qui sont des gros marqueurs de l'histoire industrielle. Le métier à tisser, la machine à vapeur, le moteur à réaction. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de jalons comme ça de cette histoire industrielle et on a essayé d'en caser quelques-uns dans l'exposition. On va en retrouver quelques-uns. Quel public vous espérez toucher? Alors nous, on a un public qui est très familial et on est très heureux de ça. Et donc l'idée, c'est aussi d'avoir une exposition qui soit accessible en famille, avec des enfants. Donc on a un parcours jeune public dans l'exposition à partir, on va dire, de 7 ans, d'être un petit peu bon lecteur. Et après, on a beaucoup de dispositifs de médiation qui la rendent vraiment très accessible. Encore hier, et là, c'est les vacances en ce moment, on voit vraiment des tout petits qui s'amusent parce qu'on a multiplié des jeux, des façons d'être dans l'exposition un peu décalées, un peu différentes. Et ça plaît beaucoup. Avec donc un objectif de sensibilisation, de pédagogie sur ces enjeux d'adaptation au réchauffement climatique. Est-ce que la culture, pour vous, une exposition, moi je suis convaincu que c'est un levier fabuleux, mais comment vous le percevez ça? Alors c'est pas simple, surtout que l'empreinte carbone, c'est un sujet qui est très présent dans les médias, on l'entend régulièrement, le changement climatique fait très souvent la une, et c'est vraiment un sujet d'actualité, donc c'est quelque chose qui est à la fois très présent. Qui est souvent anxiogène. Voilà, mais qui est parfois pas simple, pas simple à saisir, qui est assez touffu, assez dense, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de données, beaucoup d'experts autour. Et ça, c'est vraiment très chouette parce que ça nourrit de façon très solide le débat. Mais effectivement, c'est aussi angoissant parce que c'est lié à tout un tas de catastrophes naturelles, à une actualité qui est elle-même assez dure. Et l'idée de l'exposition, c'est non pas de prendre le contre-pied, mais d'accompagner et en fait de donner aussi une vision positive, de partir du quotidien des gens, de ce que les gens connaissent, pour finalement construire une vision de ce qu'est l'empreinte carbone et de comment on peut agir sur elle. Et ça, je trouve que c'est important, l'idée de finalement outiller nos visiteurs pour qu'ils arrivent à franchir le pas et potentiellement peut-être s'engager et eux-mêmes devenir des acteurs d'un changement de comportement et d'une transition. Oui, parce qu'il y a 3 grandes étapes. La dernière, c'est la fabrique des solutions et on va en parler dans un instant. Mais d'abord, il y a cette machine carbone. Ça, c'est ça, on rentre dans l'exposition et alors c'est un peu la chose. Qu'est-ce qu'on trouve alors? Qu'est-ce qu'on voit? Alors donc l'exposition commence par la machine carbone. Donc on a volontairement appelé la première partie comme ça pour aussi recaler le thème de l'empreinte carbone par rapport à notre identité en tant que musée de technique. Et on voit des machines. Donc par exemple, on a un modèle de haut fourneau qui évoque le recours au charbon. On a une machine à vapeur, évidemment, qui est quand même l'objet emblématique de la façon dont on a contrôlé ces ressources naturelles et commencé à exploiter celles du sous-sol, notamment le charbon, puis après le pétrole, puis le gaz pour démultiplier la puissance. En fait, c'est pas juste pour dire qu'on est allé forer dans le sous-sol, mais c'est parce qu'on a utilisé ces nouvelles ressources pour un développement économique et industriel sans précédent. Et donc, on revoit un peu ces éléments-là. On voit aussi des machines
on va dire presque plus naturel. On a un moulin à vent, par exemple, qui permet d'évoquer les ressources renouvelables et de montrer que repenser le renouvelable aujourd'hui, finalement, a aussi une histoire très ancienne. Oui, effectivement. Et j'imagine quand on se promène dans cette partie de l'exposition, on s'est dit, bon, en fait, alors évidemment, ça a permis beaucoup de progrès de progrès de santé publique, des couches de la population qui sont sorties de la pauvreté. Enfin, bon, je ne vais pas refaire l'histoire de la révolution industrielle, mais quand on est là, on se dit, bon, le cœur de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle s'est créée avec ces machines. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un peu de culpabilité qu'on peut ressentir. Comment vous avez gérer ça dans la façon de concevoir l'expo? On a essayé justement de ne pas pointer du doigt des mauvais responsables, déjà parce que je pense que les visiteurs les identifient assez bien aujourd'hui quand on parle des industries extractives, de l'industrie pétrolière. On sait que c'est des industries qui ont un fort impact sur l'environnement et je pense qu'on n'a pas besoin de le répéter aux visiteurs. De rappeler en fait que ces inconvénients-là, ils sont majeurs, sont entre guillemets la contrepartie d'un progrès, de l'amélioration des conditions de vie. C'est aussi une façon de dire, voilà, on est tributaire de cette équation-là, c'est ce qui nous a donné le monde dans lequel on vit. Maintenant, comment on va pouvoir régler un petit peu les curseurs et où est-ce qu'on va pouvoir jouer dans notre rapport aux machines, aux objets qu'elles produisent et finalement aux objets qui nous entourent et finalement dans les désirs et les usages qu'on peut avoir aussi de ces outils-là. Est-ce que quand on est au musée des arts et métiers, on est forcément techno-solutionniste? Absolument pas. On est technophile parce qu'il y a des choses incroyables derrière la technique et comprendre notre environnement technique, c'est une super façon en fait aussi de saisir l'environnement dans lequel on se trouve. Et justement, la partie de l'exposition qui traite des solutions, elle mélange des solutions techniques. On va avoir des choses sur la captation du CO2, des choses sur le switch énergétique, les batteries, etc. Et on va avoir aussi des objets qui parlent de circularité, de réparabilité, de comment on fait aussi durer les objets qui nous entourent, comment aussi on modifie nos usages. On a un magnifique objet qui est un tandem 4 places qui est issu de nos collections. Il est vraiment génial. On a envie de partir en balade, c'est ça? Exactement, mais voilà, qui permet tout de suite aussi d'appeler cet imaginaire de mobilité douce, ou en tout cas de mobilité en dehors de la voiture. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de proposer aux visiteurs de questionner leurs usages, de questionner les objets et de jouer un petit peu là-dessus et de se dire lesquels vont me plaire, lesquels ont un vrai potentiel et comment je me les approprie ou je les juge. Il y a une partie de l'expo intitulée l'engrenage des usages. Oui. Déjà, il faut prendre son souffle avant de le prononcer. Avec une démonstration autour de l'alimentation. Oui. Qu'est-ce que vous avez cherché à démontrer et à provoquer chez le visiteur? Alors, l'idée de l'engrenage des usages, donc la première partie, on a cette machine carbone et puis après, on entre dans le cycle de vie des objets. La deuxième, c'est plutôt d'essayer de comprendre pourquoi finalement on a recours aux objets qui nous entourent, qu'est-ce qui déclenche l'achat, l'utilisation au quotidien. Et donc on s'est concentré sur une pratique qui est l'alimentation, qui est une pratique fédératrice. Je veux dire, on mange tous. On est tous sujets à ça partout sur la planète de façon très différente et c'est aussi une thématique sur laquelle les visiteurs et nous en tant que citoyens avons le choix, c'est-à-dire qu'on fait nos courses, on choisit ce qu'on met dans notre assiette avec évidemment des contraintes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, etc. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel on a la main directement. Donc c'était intéressant de questionner les visiteurs sur un usage évident et même pour les plus jeunes, c'est-à-dire que même un enfant de 3-4 ans va pouvoir choisir ce qu'il veut mettre ou pas dans son assiette. Peut-être que les parents ne seront pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc le choix, c'était assez évident pour avoir ce côté très inclusif. Et après, d'aller chercher dedans, d'aller regarder les modes de production, les modes de transport, le désir qu'on a de consommer certains aliments plutôt que d'autres, le désir de s'entourer aussi d'un électroménager de plus en plus massif et complexe. Enfin voilà, ça permettait en fait d'évoquer tout un tas à la fois de pratiques et d'objets liés à ces pratiques-là et de permettre aux visiteurs de s'exprimer en fait autour de ces usages. Avec, je crois, des week-ends à thème aussi. On va terminer là-dessus. Il nous reste une petite minute qui vont ponctuer comme ça ces mois d'exposition. Alors c'est
indispensable d'accompagner l'exposition et de la rendre vivante, qui plus est quand on a une exposition qui vise quand même à un petit peu engager ses visiteurs sur la voie du changement. Donc on a des week-ends thématiques, donc les prochains vont être en février et puis après à la fin mars, sur le numérique et sur le low-tech. Et l'idée, c'est un musée ouvert avec des démonstrations, presque des cours, des conférences, des visites, des acteurs aussi sur ces thématiques-là, sur le low-tech, des gens qui font du low-tech et qui nous le présentent pour finalement avoir un autre rapport aussi au musée et à la façon dont on peut soi-même jouer avec cette thématique. Merci beaucoup Anaïs Reynaud. Je rappelle que Empreinte Carbone, l'expo se tient jusqu'au 11 mai au Musée des Arts et Métiers à Paris. On passe à notre débat. Qu'allons-nous faire de tous ces mètres carrés libérés par les voitures dans nos sous-sols ?